Voilà, on va attaquer. Donc regardez le lien rogermansui.fr hx2 polynôme au pluriel.html. Donc c'est un petit questionnaire vrai-faux sur les polynômes. Alors on commence tout de suite. Pour tout p dans R de x, le degré de moins p c'est moins degré de p. C'est évident que c'est faux. La définition du degré, hein. Ça dépend pas de, si on multiplie par un scalaire non nul, évidemment. Pour tout P et Q, le degré de P fois Q, c'est le degré de P plus le degré de Q. Alors ça, c'est vrai sur un corps. En général, c'est vrai sur un anneau intègre. C'est plus vrai si on n'est pas sur un anneau intègre, mais là, c'est vrai. Pour tout P et Q de R, tel que degré de P différent de degré de Q, alors le degré de P plus Q, c'est le max des degrés. Oui, parce que on a bien mis le garde-fou que les degrés étaient différents, donc il ne peut pas y avoir annulation des monômes de plus haut degré. Donc là, c'est vrai. Pour tout P et Q dans R de X, le degré de P moins Q est inférieur au degré de P moins degré de Q. Non, hein, il est inférieur au degré de P plus le degré de Q. Donc là, écrit comme ça, c'est faux. L'évaluation, donc l'évaluation, c'est comme le degré, mais dans le sens le plus bas, d'accord. On regarde quel est le terme de plus bas degré, hein, le monôme de plus bas degré, évidemment non nul, dans la décomposition de P. Et l'évaluation est inférieure à min de l'évaluation, donc l'évaluation de la somme serait inférieure à min des deux valuations. Ben non, on peut pas, on peut augmenter en valuation de la même manière qu'on peut diminuer en degrés. Donc là, c'est faux. Un polynôme constant est de degré nul. Alors presque, oui, mais il faut dire que le polynôme constant est non nul. Sinon, il n'est pas de degré nul. Le polynôme constant nul, lui, il est considéré comme étant de degré infini. Donc ça, c'est faux. Les inversibles de l'anneau R de x sont exactement les polynômes constants non nuls. Bon, bah ça c'est vrai. Hein, d'accord. Comme ils sont constants non nuls, ils sont inversibles, puisque c'est des réels finalement. Et les autres ne le sont pas. Puisqu'à partir du moment où on est en degré strictement positif, on ne peut pas être inversible dans R de x. Donc ça c'est vrai. Les inversibles de l'anneau C de x, bah, pareil, donc là c'est vrai, pareil. L'ensemble des P de C de x tel que P de 1 égale 0 est un idéal de C de x. Alors ça, oui. D'une part, on peut le voir d'une manière, c'est-à-dire en disant c'est non vide, évidemment. C'est stable par l'addition. Et c'est stable par la multiplication par un polynôme. Évidemment, si P de 1 égale 0, QP de 1, ça fait Q de 1 fois P de 1, donc ça fait 0. Voilà, donc c'est bien un idéal. Après, on peut le voir autrement, que c'est l'idéal engendré par x-1. Parce qu'on connaît hein, les polynômes qui s'annulent en 1. Donc là, c'est vrai, on peut se voir de deux manières. 2x est un diviseur de x dans R de x. Donc il suffit de regarder x sur 2x, ça fait 1 demi. Et 1 demi, c'est bien dans R de x, dans le sens que c'est dans R, c'est le degré 0. Donc ça, c'est vrai. x-2 est un diviseur de ce gros truc. Donc, bon, je sais pas quoi dire, mais j'ai envie de dire que c'est possible. Parce que, regardez, ici, on a 6. Ici, ça va être bon, si on avait, je sais pas, quelque chose comme 5, j'aurais dit non. Mais là, on a 6, j'ai envie de dire que c'est plausible. Après, bon, bah, simplement, il faut faire le calcul. Alors, il faut utiliser le théorème que ça, c'est un diviseur de ça, si et seulement si 2 est racine de ça. Et donc, bah oui, on a, si on fait 2 puissance 5, moins 3 puissance 4, moins 2 fois 2 puissance 3, plus 3 fois 2 au carré, plus 7 fois 2, plus 6. Bon, on fait un calcul. Le tout, c'est de savoir quel calcul il faut faire, et puis on tombe sur 0.
Le reste dans la division de xn par x moins a facteur de x moins b, on va prendre a différent de b, c'est ça. Alors vous voyez que le a différent de b, c'est ce qui nous permet d'écrire a moins b au dénominateur. C'est quoi ce reste? Ben, on sait qu'il est unique et que, étant donné que a est différent de b, il existe un unique polynôme de degré 1, qui vaut en a. Alors combien ça vaut en a? Étant donné que xn est égal à x moins a, x moins b, facteur d'un polynôme q, plus ce reste-là. Alors, en a, ben, ici ça s'annule, donc le reste en a, il vaut petit a, puissance n. Et en b, ben, pour la même raison, il vaut petit b, puissance n. Or, on sait que par deux points passe une unique droite en quelque sorte. Hein. Donc on sait qu'il y a un unique polynôme qui va valoir a puissance n en a, b puissance n en b. Donc il suffit de vérifier que quand je remplace x par a, ben, j'ai a puissance n, quand je remplace x par b, j'ai b puissance n. Mais quand je remplace x par a, je vais avoir le moins abn qui va se simplifier avec le plus abn. Et il va rester an moins ban sur a moins b. Donc quand je mets en facteur, non, je vais avoir a puissance n plus 1 moins b à n. Donc quand je mets en facteur an, il va me rester a moins b qui se simplifie avec le a moins b, donc ça fait bien an. Voilà. Et pareil, en x égale b, ça fait bien bn, donc c'est vrai, on l'a vérifié. Le reste dans la division entre deux polynômes à coefficient entier est à coefficient entier. Ben non, déjà vous voyez que c'est faux, vous prenez 1 divisé par 2, ça fait un demi, donc déjà c'est complètement faux. En revanche, on pourrait dire que le reste dans la division entre deux polynômes à coefficient entier dont le diviseur est unitaire est à coefficient entier. Donc il faut que, quand vous divisez P par Q, il faut que Q soit unitaire. Et là c'est bon, ça reste à coefficient entier. Et c'est même une propriété très importante dans Z de X qui remplace un peu la division euclidienne et le fait que dans Z de X, il n'y a pas justement de division euclidienne. Il y en a une dans Q de X, mais pas dans Z de X. Deux polynômes distincts qui admettent le même degré et même coefficient dominant sont premiers entre eux. Même degré et même coefficient dominant, bon bah non, il suffit de prendre x-a facteur de x-2, x-1 x-1 facteur de x-2, x-1 facteur de x-3, ils ont même degré, ils ont même coefficient dominant, hein, et ils ne sont pas premiers entre eux, hein, puisqu'ils ont x-1 en commun. Donc là, c'est faux. Deux polynômes premiers entre eux n'ont pas de racine commune, bah oui, parce que s'ils avaient une racine commune, alpha, ils seraient divisibles tous les deux par x moins alpha, et ils ne seraient pas premiers entre eux. Deux polynômes complexes premiers entre eux n'ont pas de racine commune, ça ne dépend pas d'être complexe, on s'en fiche. Deux polynômes sans racine commune sont premiers entre eux. Alors ça, c'est faux, mais c'est faux dans R. Par exemple, vous allez prendre x2 plus 1 et x2 plus 1 carré, ben, ils ne sont pas premiers entre eux, puisqu'ils se divisent, x2 plus 1 divise x2 plus 1 carré, mais ils n'ont pas de racine, donc on ne peut pas dire qu'ils aient une racine commune. Pour tout le polynôme, les polynômes p de x et p de moins x sont premiers entre eux. Bon, ben ça c'est faux. Vous prenez x et moins x, ils ne sont pas premiers entre eux. Deux polynômes complexes sans racine commune sont premiers entre eux. Alors là, ça va être vrai, parce que leur PGCD, puisqu'on peut les décomposer complètement, ils sont scindés, leur PGCD, c'est le produit des x moins alpha communs.
aux deux polynômes avec le minimum, le min des multiplicités entre les deux polynômes. Donc, bon, évidemment, s'ils sont sans racine commune, eh bien, du coup, le PGCD, c'est 1. Donc, c'est une question que les polynômes complexes, eux, sont complètement scindés, et que le PGCD, bah, il est donné en fonction de la décomposition de l'un et de l'autre, en prenant le min d'évaluation. Le PGCD de xn-1 et xm-1 est x puissance n-m-1. Bon, alors, ça peut se faire de plusieurs manières, ça. C'est un classique, hein, c'est un classique. Mais disons que sur C, ça peut se faire en disant, bah, finalement, je regarde ici, je regarde quelles sont les racines communes. Alors ça c'est simple, c'est un polynôme qui est scindé simple sur C, ça c'est scindé simple sur C, donc il suffit de regarder les racines communes de là et là. Il est facile de voir que si alpha puissance n égale 1, et en même temps alpha puissance m égale 1, alors pour tout u et v, alpha puissance un plus vm est égal à 1. Voilà. Mais bah, on sait par Bezout que le PGCD s'écrit sous la forme un plus vm. Donc, en gros, si alpha est une racine commune de l'un et de l'autre, alors alpha est racine de x puissance PGCD de nm moins 1 d'après ça. Maintenant, réciproquement, bah, évidemment, si alpha puissance, si on prend d qui divise n, si alpha puissance d égale 1, ben alpha puissance n égale 1. Donc on a la réciproque. Et donc, comme je disais tout à l'heure, ici on a des racines qui sont simples. Hein. Ça veut dire que lui, x puissance n PGCD de nm moins 1 va se décomposer en produit de x moins alpha, où alpha est racine de ça. Donc c'est exactement les racines communes de là et là. Donc ça veut dire que c'est vrai. Alors après, il y a une autre méthode. D'abord, on s'est servi du fait que c'était dans C, et on ne s'est pas servi du fait que ces polynômes sont valables dans n'importe quel corps. Alors, si on était dans R ou dans Q, par exemple, on pourrait faire un algorithme d'Euclide, et on remarque, quand on fait l'algorithme d'Euclide, que quand je fais la division de xn moins 1 par xm moins 1, donc la division euclidienne, le reste, c'est xr moins 1, où r, c'est le reste de n par m. Donc en fait, ça veut dire que quand je vais faire l'algorithme d'Euclide pour xn-1 et xm-1, c'est exactement pareil, je vais suivre exactement le même processus que si je faisais l'algorithme d'Euclide pour n et m. Donc à la fin, je vais tomber sur le PGCD, ici, mais en exposant ici avec le moins 1. Voilà en gros l'idée. Ok. Si un polynôme P divise A, et un polynôme Q divise B, alors le PGCD de P et Q divise le PGCD de A et B. Ben ça, c'est vrai. Hein. Puisque, quoi, qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que tout diviseur commun de P et de Q divise le PGCD de AB. Comme ça, on aura ça. Mais tout diviseur commun de P et de Q, bah forcément divise A et divise B. Et par la propriété du PGCD, il divise le PGCD de AB. Voilà, donc ça c'est vrai. Soit A dans R, alors pour tout polynôme P, P est égal à P de A modulo x moins 1.
Bah oui, quand on fait la division euclidienne par x moins a, on tombe sur un reste qui est de degré 0 ou qui est nul. Et quand on évalue en a, on se rend compte que ce reste est égal à P de A, puisque la partie en x moins a s'annule. Donc ça, c'est vrai. C'est même beaucoup plus simple que ce qu'on avait tout à l'heure, ici. Si P est premier avec Q, et P divise QR, alors P divise R, bon, bah ça s'appelle le lemme de Gauss, ça c'est vrai. Les polynômes de Q de x de degré 2 à discriminant strictement négatif sont irréductibles dans C. Bon, alors ça, c'est discriminant. Ah oui, oui. Irréductible dans C. Oui, d'accord. Bah oui, donc ça, c'est absolument faux. De toute façon, les irréductibles dans C, puisque C est algébriquement clos, c'est des polynômes de degré 1. Donc il n'y a aucune chance. Ça, c'est faux. Les polynômes de Q de x de degré 2 à discriminant strictement négatif sont irréductibles dans R. Bah oui, ça c'est vrai. Ils sont irréductibles puisque, comme ils sont de degré 2, s'ils n'étaient pas irréductibles, ils seraient réductibles, et donc ils seraient réductibles en facteur de degré 1, et donc ça veut dire qu'ils auraient des racines. Or, le discriminant est négatif, donc ils n'ont pas de racines dans R, hein, attention. Ils n'ont pas de racines dans R. Donc là, c'est vrai. Les polynômes de Q de x de degré 2 à discriminant strictement négatif sont irréductibles dans Q de x. Bah, s'ils sont irréductibles dans R de x, a fortiori, ils le sont dans Q de x. x3 plus x plus 1 est irréductible dans R de x. Bon, bah ça non, puisqu'il a forcément une racine dans R. Pourquoi? Bah, par le théorème des valeurs intermédiaires, puisqu'il va de moins l'infini à plus l'infini. Hein. Quand on regarde la fonction réelle qu'il engendre, eh bien, ça va de moins l'infini à plus l'infini, donc par continuité, ça passe par 0. Donc il y a une racine réelle, et donc ça c'est faux. Est irréductible dans Q de x. Ah, alors là, ça a plus de chances d'être vrai. Si, étant donné qu'il est de degré 3, s'il était réductible, il aurait une racine, parce qu'il se décomposerait, donc il y aurait forcément un facteur de degré 1. Et un facteur de degré 1, ça veut dire une racine. Bon, alors maintenant, supposons qu'il ait une racine, mais c'est une racine dans Q, puisqu'il est réductible sur Q. Et là, c'est facile de voir que si P sur Q est racine, avec P et Q premiers entre eux, c'est des entiers premiers entre eux, alors bah, P divise le coefficient dominant et Q divise ce coefficient. Donc ça veut dire, donc ça c'est le lemme de Gauss, ça c'est un classique qu'il faut bien connaître, sur les racines rationnelles d'un polynôme entier. D'accord ? Donc quand on met ce rationnel, en gros, sous la forme P sur Q avec P et Q premiers entre eux, on a P qui divise le coefficient dominant et Q qui divise le coefficient constant. Et donc ça fait finalement très peu de cas, et là, comme ça divise 1, donc ça peut être que 1 et moins 1. Donc on n'a plus qu'à vérifier si 1 et moins 1 sont racines. Ils sont racines ni l'un ni l'autre. Donc, il n'y a pas de racine, et donc c'est irréductible. Alors attention, c'est irréductible parce que c'est de degré 3 et qu'il n'y a pas de racine. Et là, on tombe sur un truc de degré 4 qui n'a pas de racine, mais qui, lui, va être quand même réductible. On vérifie que x4 plus 1, c'est x2 moins racine de 2 fois x plus 1, facteur de x2, plus racine de 2 fois x plus 1. Alors, en fait, bon, ces racines sont les racines primitives quatrièmes de l'unité, et donc ça fait un espèce de carré dans le cercle que vous pouvez imaginer. Ces racines, c'est les racines primitives huitièmes de l'unité, excusez-moi. Ça forme un petit carré à l'intérieur du cercle trigonométrique, et on voit comment on peut regrouper toutes les racines de x4 plus 1 en racines 2 à 2 conjuguées. Donc il y a deux paires de racines 2 à 2 conjuguées qui vont nous donner une factorisation en deux polynômes qui, eux, vont être irréductibles, mais de degré 2. Donc là, c'est faux. Et ça, irréductible, de toute façon,
Hein, vous prenez n'importe quel polynôme de degré strictement supérieur à 2, soit il a une racine, dans ce cas-là il n'est pas irréductible, soit il a une racine, alors on est dans R de x, hein, soit il a une racine, lambda, qui elle n'est pas réelle, et dans ce cas-là sa conjuguée est dedans. Et en regroupant x moins lambda facteur de x moins lambda bar, dans la factorisation, on obtient un facteur de degré 2. Donc en fait, c'est même pas la peine de réfléchir. Je veux dire, un polynôme de degré strictement supérieur à 2 ne peut pas être irréductible, parce qu'il y aura soit x moins lambda avec lambda réel qui va diviser, soit x moins lambda facteur de x moins lambda bar avec lambda non réel, complexe non réel, qui va diviser. Et qui va diviser strictement si le degré est strictement supérieur à 2. Donc ça ne peut pas être irréductible, c'est pas la peine. Alors, irréductible dans Q de racine de 2x, ben, on l'avait dit tout à l'heure, hein, les facteurs, ils étaient à coefficient dans Q de racine de 2. Hein, il y avait du racine de 2 dedans. Donc ça se décompose, donc là c'est faux. Mais là, c'était pas évident. Il faut vraiment faire la décomposition pour le dire. Alors que là, c'était pas la peine de faire la décomposition. Il suffisait de dire c'est degré 4 sur R. Z sur PZ est un corps algébriquement clos. Alors non, aucun corps fini ne peut être algébriquement clos. En gros, il y a trop de polynômes possibles par rapport à ce qu'il y a de racines possibles. Si on veut que les racines soient dans Z sur PZ. Algébriquement clos, hein, vous vous rappelez, ça veut dire que tout polynôme de degré strictement supérieur à 1 possède une racine. Mais ça, c'est pas possible. Alors, si P égale 2, vous avez déjà un polynôme, c'est x2 plus x plus 1. Celui-ci, bah, vous vérifiez que dans z sur 2z, il n'a pas de racine, parce que 0 n'est pas racine, 1 n'est pas racine. En 0, ça fait 1, et en 1, x2 plus x plus 1, ça fait 1 plus 1 plus 1, ça fait 1. Donc, dans les deux cas, ça ne fait pas de racine. Donc déjà, z sur 2z n'est pas algébriquement clos. Et si P est différent de 2, bah, c'est facile de voir que le carré n'est pas surjectif. Alors pourquoi il n'est pas surjectif? Ben, tout simplement parce qu'il n'est pas injectif. Et quand on va de z sur pz dans lui-même, c'est un endo-application en quelque sorte, hein, eh bien on voit tout de suite que surjectif et injectif, c'est équivalent. Et pourquoi c'est pas injectif? Ben parce que le carré, vous faites 1 au carré et moins 1 au carré, ça fait la même chose. Donc ça veut dire que le carré n'est pas surjectif, ça veut dire qu'il y a des alphas, tels que x carré égale alpha, n'a pas de racine. Et comme x carré égale alpha n'a pas de racine, ça veut dire que x2 moins alpha est irréductible, parce que c'est degré 2. Donc on a des polynômes irréductibles de degré 2, donc c'est pas algébriquement clos, et donc là c'est faux. Mais c'était important de le faire pour P égale 2 et pour P différent de 2. Donc j'ai supposé que P était premier, parce que c'est P premier, hein, bon il l'appelle P, mais ça ne veut pas dire qu'il est premier forcément, hein, mais bon c'est le fait d'avoir P premier qui est équivalent au fait qu'on a un corps ici. Hein. Alors les polynômes irréductibles de Z sur PZ de X sont de degré 1. Bon, bah, c'est faux, c'est équivalent à dire que c'est algébriquement clos, donc c'est aussi faux. Le polynôme annulateur minimal de J est x3 moins 1. Ben non, parce que J est annulé par x2 plus x plus 1. Donc il est encore plus petit que lui. Pour la divisibilité, évidemment. Donc c'est faux. Racine sixième de 3 est algébrique. Alors algébrique, ça veut dire que, en gros, il est si c'est un entier algébrique ou un nombre algébrique, bon bref, là ça veut dire qu'il est annulé par un polynôme à coefficient dans Q. Et bah oui, c'est x6 moins 3. Donc c'est vrai, il est algébrique.
xn moins n, x plus 1 est ta racine simple dans C. Attention, pour n strictement supérieur à 2. Vous voyez, pour n égale 2, vous avez x2 moins 2x plus 1, c'est x moins 1 au carré, il n'est pas à racine simple. Mais on a fait attention de dire n strictement supérieur à 2, et donc là, ça va être vrai. Hein. Alors, comment on voit les racines simples dans C il faut, pour que la racine soit simple, qu'elle ne soit pas une racine commune entre P. D'abord, il faut que ce soit une racine de P, mais il ne faut pas que ce soit une racine de P'. P', c'est nx moins n, donc nxn moins 1, pardon, moins n. Donc, si c'était une racine de P', ça voudrait dire que xn moins 1 est égal à 1. Donc ça voudrait dire que xn, ce serait x. Et donc ici, ça voudrait dire que x est égal à 1 sur n moins 1. Donc il faut juste vérifier que 1 sur n moins 1 n'est pas racine de ce polynôme. 2 est une racine double de ceci. Alors d'abord, c'est une racine. Oui, parce que quand je remplace x par 2, on a une élimination terme à terme qui fait 0. Et une racine double, ça voudrait dire que la dérivée s'annule en 2. Bon, là, la dérivée, elle disparaît, ça fait disparaître les termes constants. Et on voit que les coefficients de la dérivée sont tous strictement positifs cette fois-ci. Donc ça ne peut pas s'annuler en 2 par positivité. Donc la dérivée ne peut pas s'annuler en 2, donc ça ne peut pas être une racine double, donc c'est faux. Z est une racine multiple de P si et seulement si P' de Z égale 0. Oui, mais il faut quand même que P de Z soit égal à 0 aussi. Donc là, c'est un oubli fatal. La multiplicité de 0 comme racine du polynôme P non nul est val de P. Oui, oui, oui. Hein, d'accord. Si la valuation est nulle, ça veut dire qu'il y a un terme constant non nul. Hein, donc 0 n'est pas racine. Si la valuation c'est 1, ça veut dire qu'on a un x et que la dérivée, donc ça va s'annuler en 0, et la dérivée ne s'annule pas en 0 parce que la valuation c'est exactement 1, etc., etc. Et donc là c'est vrai. Z est racine de P avec multiplicité supérieure ou égale à R, si et seulement si on a tout ça. C'est le même problème, il faut aussi que P de Z est égal à 0, et en plus, en fait, il faudrait tout décaler de 1, ici. Donc là, c'est faux et archi-faux. Z est une racine de multiplicité n de P, alors Pn de Z égale 0, non. Vous prenez, si Z est une racine simple, ça ne veut pas dire que la dérivée s'annule. Ça, c'est faux. Le polynôme P divisé par PGCD de P et P' est à racine simple. Oui, en fait, si on regarde ça sur C, par exemple, en fait, bon, vaut mieux faire le calcul sur un corps de caractéristiques nulles. Et qu'est-ce qu'on voit? Alors pourquoi de caractéristiques nulles? Parce que quand on va dériver P', on a, vous voyez, xn, ça se dérive en n xn-1. Donc le n nous gêne parce qu'il pourrait s'annuler. Et donc on a une perte un peu d'information. Et donc au moins, ça demanderait, je ne dis pas que c'est faux, mais ça demanderait un travail supplémentaire. On va regarder dans le cas de caractéristiques nulles, donc par exemple sur Q ou sur C. Parce que donc je suppose que c'est à racine simple sur C. Donc toutes les racines sont simples parce qu'elles vont l'être quitte à être sur C. Alors, on prend une racine d'ordre exactement n de P. Alors ça veut dire que P et P' vont avoir en commun x moins alpha puissance k avec k égale n-1. Et n-1, c'est le max des k.
Donc ça veut dire que quand on va diviser ici, dans la factorisation, x moins alpha puissance n par x moins alpha puissance n moins 1, eh bien il va rester x moins alpha, donc ça va être simple. Donc là c'est vrai. La somme des racines complexes, comptée avec la multiplicité de ce polynôme, est 18. Alors ça c'est lié au coefficient racine, les relations coefficient racine. Quand on fait la somme des racines, eh bien avec multiplicité, on a l'opposé de ce terme, c'est-à-dire moins 18. Donc là c'est faux. Le produit est égal à 7. Donc quand on a le produit, bah, pareil, dans les relations coefficient racine, si vous ne le savez pas, allez les réviser, le produit c'est moins 1 puissance le degré fois le terme constant. Bon, alors toujours pareil, hein, toutes ces relations coefficient racine, ça vient de la factorisation de P en produit de x moins alpha compté avec multiplicité. Et c'est de là, quand on fait de l'identification des coefficients, qu'on obtient tous ces coefficients, toutes ces relations coefficients racines. Voilà, donc ça c'est faux aussi parce que c'est moins 7. Voilà, et c'est terminé.